Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet entretien midi. Alors, on l'a connu et on le connaît pour son guide méthodologique pour réussir, vendu quand même à plus de 250 000 exemplaires au Québec, c'est pas rien. Comme professeur d'histoire naguère à Saint-Jérôme, après du côté de Lionel Groulx, comme conseiller pédagogique au Cégep de Bois-de-Boulogne, comme professeur à l'Université du Québec à Montréal, comme aussi directeur adjoint des études au Collège John Sixte, tout un parcours, comme directeur par intérim au CCDMD et pour certains, et là c'est drôlement intéressant pour nous, pour certains comme un spécialiste du mouvement communiste au Québec des années 1930 à la fin des années 1960, c'est sa thèse de doctorat. Alors, bienvenue Bernard Dionne, merci d'être ici. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça sort? Oui, c'est bon. Parfait. Je suis d'autant plus ravi d'être ici qu'il y a 50 ans, j'étudiais ici. Bien, en fait, en 69, j'étudiais ici, 69, 70 et 71, en sciences humaines. J'ai fait mon DEC en sciences humaines. J'ai eu l'insigne privilège d'être arrêté pendant la crise d'octobre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. La loi des mesures de guerre avait était en vigueur. Et j'étais dans le local de l'association étudiante avec un collègue. Et on imprimait un tract avec une Gestetner. Ça, là, c'est presque du temps de Gutenberg. Là. On est loin dans l'histoire de l'imprimerie. Pour dénoncer à la fois le gouvernement fédéral qui refusait de négocier avec les ravisseurs de M. Cross et de M. Laporte. Et aussi pour dénoncer le FLQ. Parce que nous trouvions que son action était un peu genre cow-boy, genre individualiste, et qui avait attiré une répression épouvantable sur le mouvement nationaliste et social au Québec. 500 arrestations injustifiées, suppression des droits et libertés, suppression de l'habeas corpus. Vous avez vu ça dans vos cours d'histoire, l'habeas corpus? C'est une vieille histoire, ça remonte à 1215, la Grande Charte, où on doit produire le corpus. On accuse quelqu'un, on doit l'amener dans les 48 heures devant un juge pour lui signifier de quoi il est accusé. Ça a été suspendu pendant des mois de temps au Québec et des gens sont restés en prison pendant des mois de temps sans... Ce qui fut ton cas, là, sans doute. Non, oui, j'ai été torturé. Non. Non, je suis resté une nuit. Ma mère était contente le lendemain. Oh là là, ça n'a pas été évident. Mais non, il ne m'est rien arrivé. Je n'avais rien à voir avec le FLQ, rassurez-vous. Mais c'était, quand je reviens ici, ça me rappelle évidemment cette belle histoire. Alors voilà, je voulais vous la raconter. Maintenant, Bernard, on te connaîtra aussi comme auteur d'un roman historique, c'est peu dire, voilà, où il est question, en fait, de la participation fictive, entre guillemets, de personnages d'ici à la guerre civile espagnole, un conflit majeur dans l'histoire du 20e siècle. Alors, on va te connaître maintenant comme auteur, et la première question qui me vient tout de suite en tête, c'est pourquoi un historien se lance dans ce genre littéraire? Est-ce pas un petit peu dangereux de flirter, entre guillemets, avec le fictif et la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une part d'autobiographie dans ce qu'on met dans le roman? Beaucoup de questions. Alors, on va y aller par le commencement. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, en réalité, sur la politique du Parti communiste canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais intéressé par le fait que ce parti-là, au départ, était illégal au Canada, de 1939 à 1941, parce qu'il était contre la participation du Canada à la guerre, et parce que Staline, le dictateur soviétique, avait signé un pacte avec son ami, celui qui était devenu son ami, Adolf Hitler, et ils avaient partagé la Pologne ensemble, et ça avait permis à Hitler d'envahir la France par la suite et de continuer. Le Parti communiste, lui, disait, il ne faut pas s'attaquer à ça, Hitler, c'est notre ami. Il disait des choses comme celle-là. Et en 1941, vous le savez, les Allemands ont envahi l'URSS. Et à partir de ce moment-là, les communistes ont été vraiment partie prenante de la politique au Canada. Ils se sont appelés le Parti ouvrier progressiste. Ils ont connu une audience inouïe. On passait des films soviétiques à Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Vancouver, partout au Canada.
Je dirais qu'au début, fin 1945, l'URSS, Staline, c'était nos alliés, c'était nos amis. Et nous sommes quelques mois avant le déclenchement de la guerre froide. Mais ça sera une autre histoire. Donc, j'avais étudié ça et j'avais publié un ouvrage qui s'appelle « Le droit de se taire ». Hein? Les communistes avaient le droit de se taire. C'est-à-dire qu'ils étaient illégaux dans les années 30, soit en vertu d'une loi fédérale, soit en vertu d'une loi québécoise. Et même Maurice Duplessis, le mini-dictateur québécois, il n'était pas dictateur, mais il était un chef autoritaire, on va dire ça comme ça, avait passé une loi qui permettait de cadenasser, de saisir des documents dans une librairie marxiste, par exemple, ou dans une librairie qui vendait des ouvrages marxistes, ou chez des gens. La police pouvait débarquer chez vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, cadenasser, mettre un cadenas sur votre porte, et vous étiez privé, là aussi, de vos droits. Alors, j'avais écrit un livre là-dessus, et je voulais... ça m'avait toujours fasciné de voir que des gens sont à contre-courant dans une société démocratique, mais qui sont brimés dans leurs droits, dans leur liberté. Et comment... le roman m'est apparu comme une façon de voir comment des gens pouvaient militer et s'engager. Et là, vous avez la guerre civile en Espagne, mais c'est un conflit absolument remarquable d'horreur. On parle de 600 000 morts dans une population de 24 millions d'habitants. Alors, imaginez au Canada, là, mettons aujourd'hui, 1 million de morts pendant les 3 prochaines années. OK? On se chicane, on se bat entre nous, là, Canadiens, et il y a 1 million de morts dans les 3 prochaines années. C'est ça qui est arrivé en Espagne, entre Espagnols, mais aussi, on verra tantôt, j'imagine, un terrain de jeu, l'expression est mal choisie, mais pour les puissances étrangères, comme l'Allemagne nazie et comme l'Italie du fasciste Mussolini. Alors, comment des gens, et on a des gens qui sont allés, des Canadiens, il y en a 1650 environ, des gens de 20, 25, 30, 35 ans, moyenne d'âge, 33 ans à peu près, quand même des gens là, bien installés, qui sont allés comme ça. Imaginez, là, vous n'avez pas le droit d'y aller, c'est illégal. Il y a une loi au Canada qui interdit d'aller en Espagne se battre aux côtés de la République. On expliquera les origines du conflit. Mais il y en a 1600 qui sont partis. Il y en a quelques centaines qui ne sont jamais revenus, qui sont morts. Quelques centaines qui sont portés disparus. Et ceux qui sont revenus ont été considérés comme des parias dans leur société. Alors que partout, les gens qui sont allés se battre du côté des républicains en Espagne ont été considérés comme des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était le prélude à la Deuxième Guerre mondiale qui s'en venait. Et ils ont été honorés dans leur société. Alors qu'ici, il a fallu attendre 2001 avant que le gouverneur général du Canada préside à l'inauguration d'un monument à Ottawa pour les gens de ce qu'on a appelé le bataillon Mackenzie-Papineau. Pourquoi Mackenzie-Papineau? Parce que William Lyon Mackenzie et Louis-Joseph Papineau étaient les chefs des rébellions en 1837-38. OK? Et en 1937, donc 100 ans plus tard, on a nommé le contingent des combattants canadiens en l'honneur de Mackenzie et de Papineau pour montrer le lien avec ce combat pour la démocratie au Canada il y a 100 ans et en Espagne en 1937. On parle donc de faits réels à travers ce roman, mais elle est où la ligne entre le fictif? Où l'auteur place-t-il la ligne entre le fictif et le réel à travers des personnages qui sont tout fictifs, mais à travers aussi des personnages qui sont réels, comme Bethune, par exemple, voilà, ouais. où on parlait là, du régiment. Où est-ce que l'auteur trace la ligne? Parce que c'est délicat quand même. Oui. Bien, on a lu Ken Follett. Oui. Les piliers de la Terre. Dans Les piliers de la Terre, c'est un roman sur l'érection d'une cathédrale au Moyen Âge. Ça se passe sur quasiment une centaine d'années. Mais Follett a aussi écrit une trilogie sur le 20e siècle dans laquelle il met, par exemple, des personnages comme Robert Kennedy, Martin Luther King, et un personnage inventé qui incarne le jeune militant pour les droits des Noirs aux États-Unis. D'accord? Qui entre en contact avec Martin Luther King et en contact avec Robert Kennedy et en contact... Bon. Hey, on peut faire ça. Dennis Lehane a écrit beaucoup de romans sur ce qui se passe à Boston. Et à un moment donné, il y a une scène dans un bar de Boston où il met Babe Ruth, le célèbre joueur de baseball qui avait été échangé par Boston à New York. En tout cas, ça a été toute une histoire. Et il lui fait dire des choses, et il le fait intervenir. Il y a même une bagarre dans le bar.
On peut faire ça. Bon, OK, on peut faire ça, mais à partir de quoi? À partir de la documentation. Je n'ai pas le droit de faire dire n'importe quoi à n'importe quel personnage. Et dans mon roman, il y a 4 personnages principaux qui sont... Je fais ça, puis je mets 5, hein, c'est comme un petit peu dyslexique, mon affaire. Alors, il y a 4 personnages principaux qui sont fictifs, et il y a une centaine de personnages historiques réels. Des Espagnols, bien entendu, des Canadiens, des Québécois, des Français, des Britanniques et des Américains. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait à ce moment-là. La ligne, elle est ténue, mais par exemple, si je fais intervenir un personnage comme Norman Bethune, et je vais présenter dans quelques minutes un extrait d'un documentaire sur lui, il y a une biographie de Roderick Stewart qui fait 700 pages, qu'il a faite dans les années 70 et qu'il a révisé dans les années 2012 à peu près, donc qui est tout à fait récente, et qui tient compte de l'ouverture des archives dans l'ex-URSS, parce qu'il a fallu attendre des années 2000 pour que les archives s'ouvrent, et donc beaucoup de documentation sur tous ceux qui sont allés en Espagne, parce que, on le verra, l'URSS était très active en Espagne pendant cette guerre-là. Donc, oui, il y a des personnages, et oui, aussi les personnages fictifs, comme j'ai 3 personnages montréalais, Mathilde, une jeune infirmière qui travaille à l'hôpital Sacré-Cœur, le nouvel hôpital dans Cartierville, super hôpital moderne en 1900, dans les années 30, au début des années 30. J'ai Pierre qui est un jeune idéaliste, typographe de profession, qui milite au Parti communiste et qui va aller se former à l'école Lénine à Moscou. Il y a une école pour former des révolutionnaires professionnels qui vont œuvrer à la révolution, chacun dans leur pays, partout dans le monde. Est-ce que ça se peut que des Québécois soient allés? Oui, nous avons la liste de 6 francophones, dont Émery Samuel, qui est allé se former à l'école Lénine de Moscou, et une vingtaine de Canadiens anglais qui sont allés aussi, et donc des Français, des Italiens, etc., etc. Donc, je m'inspire de mémoires ou de livres d'histoire qui racontent les péripéties de ces gens-là qui sont allés là-bas pour incarner des personnages qui sont-ils représentatifs de leur époque? Pas nécessairement, mais ils sont représentatifs de gens qui vivaient dans leur époque et qui faisaient ça. Et mon 3e personnage, c'est David, qui est un juif montréalais. Il y a une grande population juive à Montréal, dans le quartier du Myland, près de Jeanne-Mance, tout ça. Ces gens-là ont fui l'Europe dans les années 1900-1905, parce qu'en Europe de l'Est et en Russie à l'époque, en Pologne, il y avait des pogroms, des chasses aux Juifs systématiques, et ils ont fui pour s'en venir s'installer ici. Et plusieurs de ces Juifs-là étaient sensibilisés, politisés. Il y avait même une section juive du Parti communiste ici à Montréal. Et donc, c'est un personnage qui va passer par New York, par la filière du Parti communiste américain, pour se rendre en France et de là descendre en train jusqu'en Espagne pour aller combattre les troupes de Franco. Donc, mes 3 personnages s'inspirent de personnages réels. Est-ce qu'une femme pouvait aller en Espagne travailler avec les républicains? Oui, il y en a 3 au Canada. Il y en a 12, pardon, au Canada. Il y en a 3 qui ont fait l'objet de biographies, dont une infirmière torontoise qui est allée, effectivement. Alors moi, j'ai imaginé une infirmière canadienne-française. Pourquoi à Sacré-Cœur? Parce que Norman Bethune, qui est un Ontarien, il est né à Gravenhurst en Ontario en 1890, est arrivé à Montréal, a travaillé à l'hôpital Victoria d'abord. Il a inventé une quantité incroyable d'instruments de chirurgie et il s'est spécialisé dans la chirurgie pulmonaire parce que lui-même a été victime de tuberculose lorsqu'il était jeune et il a failli mourir. Alors, il opérait donc à Victoria. Il y a un poste qui s'est ouvert à Sacré-Cœur, nouvel hôpital. Il s'en va travailler là pendant 4 ans. Pas très apprécié des sœurs parce que les hôpitaux à l'époque étaient des hôpitaux privés. Les gens payaient. Et les Canadiens français dans le coin qui allaient à l'hôpital pour se faire traiter pour la tuberculose, parce qu'il y en avait beaucoup, avaient le temps de mourir parce qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de l'opération. Et c'était les sœurs, avec leurs limites et avec leurs possibilités, qui géraient cet hôpital-là. Et Bethune, lui, soignait des gens gratuitement chez lui et il était révulsé de voir comment le système fonctionnait.
Il a même fait un mémoire à Maurice Duplessis en 1935. Il est allé en Russie en 1935, en URSS, pour voir comment le système fonctionnait. Il a adhéré au Parti communiste. Et en 1936, il a dit, ça se peut plus, c'est en Espagne qu'il faut aller. Et il est allé ouvrir un institut de transfusion sanguine en Espagne, un institut de transfusion sanguine. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ce qu'on faisait, c'est que les blessés sur le front, on les amenait vers le médecin. Il avait le temps de mourir pas mal de fois. Hein? Lui, il s'est dit non, on va prélever du sang, on va aller sur le front et on va soigner, traiter immédiatement le blessé. On va le faire renaître à la vie, puis après ça, on réparera ses fractures ou sa... Hein? Bon. Et c'est là que Mathilde, mon personnage, va accompagner Norman Bethune, qui, dans les faits, la réalité, c'est qu'il était accompagné d'une infirmière américaine. Bon. Alors, moi, j'ai travesti un petit peu la réalité. Alors, voilà, je ne sais pas si mais ça je suis répond, curieux quand même. Oui. Et là, c'est à titre d'historien, est-ce qu'il est venu dans l'écriture un moment où tu t'es dit, non, cette ligne-là, je ne peux pas la franchir? Est-ce qu'il y a des exemples concrets de ça? En disant, bon, peut-être qu'un romancier ferait ça, mais moi, comme historien, je ne peux pas le faire. Oui. Alors, il y a toutes sortes de belles histoires à travers ça parce que en Espagne, dans les années 36, 37, 38, des centaines d'intellectuels, cinéastes, écrivains, on va en parler tantôt, je vais montrer, je devrais peut-être faire avancer mes... Alors, vous avez Hemingway, par exemple, qui a écrit Pour qui sonne le glas en 40, même non avant, il a écrit pendant la guerre. André Malraux, le français, qui a non seulement écrit L'Espoir, mais qui a mis ses sous pour former une escadrille de pilotes, une douzaine de pilotes, qui sont allés à Madrid pour aller combattre les fascistes, parce que, on n'a pas expliqué les origines de la guerre, on va y revenir, j'imagine, OK. Et donc, Malraux a fait ça, et vous avez des gens comme Gerda Taro et Robert Capa. Quel âge donnez-vous à la femme que vous voyez sur le... Quel âge on peut lui donner? Qu'est-ce que vous diriez? Quel âge? 23? 23, oui, 24, 27, au maximum 27 ans. Je pensais que vous la verriez plus vieux. OK, c'est bon, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme-là, Gerda Taro? Gerda Taro, c'est une juive hongroise qui émigre à Paris en 1934 et qui rencontre Robert Capa. Mais Robert Capa, il ne s'appelle pas Robert Capa, puis elle ne s'appelle pas Gerda Taro. Ils ont d'autres noms. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle André Friedman. C'est un photographe. Et un appareil révolutionnaire vient d'arriver sur le marché, ça s'appelle le Leica. Petit Leica. Auparavant, on avait des gros appareils lourds. Il fallait tirer la plaque qui sortait pour une photo, remettre la plaque. Quand tu es sur un champ de bataille, c'est un petit peu laborieux de commencer à tirer tes plaques puis à rentrer ta plaque pour prendre une photo d'un avion qui te fonce dessus. C'est un peu difficile. Le Leica permettait de prendre 36 poses avec le fameux film là, que vous connaissez. Alors, elle dit, on va s'associer et on va prendre des noms un peu plus ésotériques. Elle dit, moi, j'aime beaucoup Greta Garbo. Alors, je vais m'appeler Gerda Taro. Garbo était une grande vedette du cinéma américain. Et Frank Capra était un grand cinéaste américain. Elle dit, tu vas t'appeler Robert Capa. Et c'est comme ça que se sont devenus les deux plus célèbres photojournalistes. Ils ont inventé le photojournaliste avec quelques autres dans les années 30, pendant la guerre civile espagnole. Et Gerda parle français, puisqu'elle a vécu à Paris 2 ans avec André Friedman, qui est devenu Gerda Taro. Alors, pourquoi est-ce que Mathilde, qui a 25, 26, 27 ans, il va la croiser, on verra où tantôt, pourquoi est-ce qu'elle ne se lirait pas d'amitié ensemble? Ce qui me permet de parler de Gerda Taro. Mais là où je rencontre un problème, j'en viens, c'est qu'il y a un militant communiste canadien qui s'appelle Ted Allen, qui a été envoyé au début janvier de 1937 pour un peu enquêter sur l'Institut de transfusion sanguine, puis voir comment, parce qu'il y avait des fonds canadiens qui étaient injectés là-dedans. Il fallait voir comment ça fonctionnait. Il tombe follement amoureux de Gerda Taro, qui est une jolie femme, on en convient, qui était absolument splendide. Les Espagnols l'appelaient la Pequeña Rubita, parce qu'elle avait les cheveux roux, rousses, Rubita, OK? Et il tombe follement amoureux. Là, il a écrit un roman là-dessus. Là, est-ce que j'ai besoin d'aller là-dedans, moi? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Puis, par contre, j'ai besoin d'un commissaire politique du Parti communiste qui va arriver puis qui va être méchant. Il ne sera pas fin trop, là. Alors, j'ai changé le nom.
il y a un début d'idylle, mais je n'embarque pas là-dedans. Vous voyez? Alors, je me mets des limites là-dessus. Il y a des choses que je n'ai pas à faire à investiguer ou à aller plus loin là-dedans. Mais, par contre, le fait que Gerda Taro était là, et elle va mourir sur le champ de bataille, elle va être écrasée par un char d'assaut. C'est la première femme photojournaliste au monde qui est morte sur un champ de bataille. Quand elle va être inhumée à Paris, il va y avoir 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et son éloge funèbre va être lu par Aragon. Paul Éluard va être là. Alors, toute l'intelligentsia de gauche française va lui rendre un hommage. Alors, ce n'est pas n'importe qui et elle est peu connue. Et Robert Capa, lui, va se faire connaître par la suite. Entre autres, il a pris cette célèbre photo dont on se demande si elle est un trucage ou non, parce qu'elle est comme trop bien. Et on pense qu'il a peut-être fait un montage. Il a demandé à des gens de simuler une attaque sans savoir qu'il y avait des vrais ennemis qui étaient tapis et qui ont tiré sur le type qui était peut-être en train de faire un exercice. Alors, il y a une espèce d'ambiguïté autour de cette photo-là, mais c'est devenu la photo qui a servi, par exemple, pour le film de Federico Rossif, Mourir à Madrid, et qui a été connu à travers le monde. Et Capa a fait des photos par la suite pendant la guerre du Vietnam avec les Français, avant les Américains. Et il est mort, il a sauté sur une mine, lui aussi, mais 20 ans plus tard. Alors, c'est un drôle de destin qui a uni ces deux personnages-là. Et vous avez eu George Orwell aussi, qui est allé en 1984, le roman, et qui a écrit Hommage à la Catalogne. Et Orwell a été blessé au cou lors d'une bagarre. Il a réussi à revenir in extremis en Angleterre, et il a écrit ce livre, Hommage à la Catalogne. Alors, c'est là qu'à l'Hôtel Florida, que, curieusement, vous êtes dans une ville, Madrid, là, c'est gros, là. Vous êtes dans une ville qui est bombardée chaque soir. Chaque soir. Imaginez, entendez juste une bombe tomber ici, là, puis on est traumatisé pour le reste de la semaine. Bombardée chaque soir. Alors, où se retrouvaient les correspondants de presse, les apparatchiks du Parti communiste, les gens comme Norman Bethune, comme Gerda Taro, ils se retrouvaient à l'Hôtel Florida, qui est devenu une espèce de lieu où, ma foi, on prenait un coup solide pour oublier la guerre, pour vivre à travers cette guerre-là. Revenons un petit peu à l'expérience canadienne, québécoise. Enfin, on ne peut pas parler de québécoise, mais plus de canadienne-française à l'époque. Comment, on a parlé un petit peu de la participation des Canadiens. Qu'en est-il exactement et comment cette guerre d'Espagne est perçue de ce côté-ci de l'Atlantique? Oui. Comment on la voit, la guerre d'Espagne? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est bleu? Quelle teinte ça prend? OK. Là, il faut parler de la guerre d'Espagne un peu. OK, bon, vous savez que c'est le général Franco qui se soulève le 18 juillet 1936. Il part du Maroc. Le Maroc qui est juste en face. De l'autre côté, il y a des troupes. Et il se soulève contre quoi? Contre le gouvernement élu 2 ans plus tôt, un gouvernement républicain. Il n'y a plus de monarchie en Espagne depuis 1931. Et le gouvernement a été élu. C'est une coalition de gauche. Un Frente Popular, un front populaire, un peu comme en France. Communistes, socialistes, libéraux, radicaux, qui forment un gouvernement et qui veut mettre fin à l'association de l'Église et de l'État parce qu'en Espagne, l'Église et l'État sont intimement imbriqués et qui veut remettre les terres aux paysans parce que les paysans sont exploités par des grands propriétaires terriens. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, les propriétaires terriens, le haut clergé et leurs associés. Alors, Franco, il y a eu un certain nombre d'événements dans les mois qui ont précédé, se soulève contre le gouvernement démocratiquement élu. Il a avec lui la plupart des 17 000 officiers de l'armée d'Espagne. Donc, il a le know-how, l'habitude de ces officiers-là de commander, de gérer des troupes sur le terrain pendant certaines guerres. Et il a une bonne partie des troupes avec lui. Donc, il devrait prendre le pouvoir dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est ce qu'il tente à Madrid. Il monte très rapidement. J'ai une carte, je vais essayer de... Voilà. Alors, vous avez une carte, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être pas beaucoup, mais bon, ça va au moins suggérer la chose. Ce qui est en rouge est contrôlé par ce qu'on appelle les républicains. Ce qui est en vert est contrôlé, on est juste en 1936, par les insurgés du général Franco. Et qu'est-ce qu'on a comme force en présence à ce moment-là? On a, pour le camp nationaliste, on l'appelle nationaliste parce que
Franco veulent rétablir la nation, la grande nation protégée par Dieu. Voyez-vous, avec une mission là, évangélique. Alors, le camp nationaliste, c'est 600 000 soldats, l'aide du Portugal, qui fournit des aéroports, des soldats. L'Allemagne nazie va fournir 10 000 soldats, des avions. La Luftwaffe va expérimenter, à la fin de la guerre, les fameux Stuka, des avions là, qui descendent en vrille là, pour attaquer des populations civiles. Ils vont bombarder des villes. Pour la première fois, on a vu quelques bombardements de villes pendant la Première Guerre mondiale, mais c'était rien comparé à ce qui a été fait en Espagne. C'est là que ça a vraiment été développé, si on peut dire. Les Italiens, 75 000 soldats, des avions, des chars. Et le parti qui va prendre de plus en plus de place, c'est ce qu'on appelle la phalange, le parti de droite, les fascistes. Fasciste, vous savez, c'est un mot qui vient de fascio, qui vient de l'italien, les faisceaux de combat. Et donc, c'est censé regrouper l'ensemble des corps constitués de la nation pour prendre le pouvoir, abolir les différences entre les classes, abolir les syndicats aussi, en passant. Et au Québec, j'y arrive là. Oh oui! Et au Québec, on avait un mouvement corporatiste qui était en admiration devant Mussolini, devant Franco, devant Salazar, le dictateur au Portugal, et certains même devant Adolf Hitler. Après tout, n'a-t-il pas organisé les meilleurs Jeux olympiques en 1936? N'a-t-il pas rétabli les chemins de fer, l'économie en Allemagne? Ça allait bien en Allemagne, là. Il y a des gens ici au Québec et au Canada qui l'admiraient. Alors, du côté nationaliste, donc, vous avez ces forces-là. Qu'est-ce qu'on a du côté républicain? On a une partie de l'armée. L'URSS va intervenir, là aussi, des avions, des chars, des soldats, surtout des conseillers politiques, je dirais. Les brigades internationales, à partir de la fin 1936, vont injecter 40 000 personnes qui vont venir d'une cinquantaine de pays à peu près, dont le Canada. Et c'est un regroupement de partis de gauche, comme je le disais tantôt, y compris, ce qu'on connaissait moins ici, des anarchistes, les Mujeres Libres, un mouvement qui regroupait 30 000 femmes qui revendiquaient la pleine égalité avec les hommes. On est en 1936. Je vous rappelle qu'au Québec, les femmes n'ont pas le droit de vote. Les femmes n'ont pas le droit de vote en 1936 au Québec. Ma mère, en 1960 quelques, signait mon bulletin à l'école, Madame Polivon Dionne. Madame, c'est le nom de mon père. Elle ne signait pas de son nom à elle, au Québec, dans les années 60. Eux, elle, en 1936, voulaient l'égalité pleine et entière homme-femme. On va y revenir tantôt. Et différents aux autres partis, je ne veux pas aller dans le détail, mais ça donne ceci. Les forces républicaines, c'est le point levé, d'où le point que vous avez sur l'image du livre. C'est le point gauche associé au mouvement communiste. C'est des gens comme Buenaventura Durruti, un anarchiste célèbre, un orateur incroyable, un organisateur. Qui va mourir au cours de cette guerre. Oui, il va mourir effectivement à Madrid en 1936. Et la Confédération nationale du travail et la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, la CNT, c'est un grand syndicat, pas loin de 2 millions de membres, qui vont s'emparer des usines et établir un contrôle ouvrier sur la production dans une région d'à peu près 2 millions de personnes où même l'argent va disparaître comme moyen d'échange, va être remplacé par le troc. Je te donne tant d'heures de service, tu me donnes tant de marchandises, et ainsi de suite. Même le pourboire dans les restaurants va être aboli. Va être aboli parce que c'est bourgeois, et ainsi de suite. Et donc, vous avez là une influence communiste. Ça, c'est une affiche qu'on voit à Madrid, je crois, où on voit Staline un peu idéalisé. Et à côté, une affiche de propagande du Parti communiste, Obreros, Campesinos, les ouvriers, les paysans, tous ensemble pour la révolution. Et les brigades internationales, ce sont un peu des images, des posters, le drapeau des brigades internationales et la situation européenne. J'ai même emprunté une carte à M. Lafrenière dans son truc au CCDMD, où on voit que les pays démocratiques, là, il n'y en a pas beaucoup. Les pays à régime autoritaire ou à dictature sont plus nombreux en Europe à ce moment-là. Et donc, l'heure est grave. Alors, comment est-ce qu'on vit ça ici au Québec? Écoutez, au Québec,
Au Canada, en général, d'abord, on va prendre les choses. Au Canada, en général, c'est une guerre qui se passe dans un autre pays et on interdit aux gens d'aller combattre là-bas. Première des choses. Il y a des forces... on interdit par une loi? Par une loi, oui, la Enlistment Act de 1936-37, début 37, qui interdit de participer à n'importe quel conflit à l'étranger. Et je dirais, à l'été 37, là, on va l'appliquer à la guerre civile espagnole. Donc, c'était illégal. Ça rendait illégal toute participation, ce qui n'empêchera pas des gens d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on vit au Canada comme situation dans les années 30? C'est la crise. Montréal, 950 000 personnes, 325 000 vivent des secours directs. Pas de l'assurance chômage. Ça n'existe pas, l'assurance chômage. Les méchants communistes réclamaient qu'on instaure l'assurance chômage. Il n'y a pas d'assurance chômage. Il n'y a pas de bien-être social. Il n'y a pas de gratuité dans les hôpitaux, ni dans les cégeps. Il n'y a pas de cégep. Mais, vous comprenez, secours direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se rendre au dispensaire du coin, à la paroisse, à l'église, au sous-sol de l'église, pour avoir un bol de soupe. 325 000 personnes à Montréal. Dans l'Ouest canadien, c'est la grande sécheresse, la grande famine. Des milliers de personnes crèvent de faim. Alors, on vous dit, écoute, il y a un combat contre les forces du mal en Espagne. On va te donner 10 $. 10 $. 2 paquets de Lucky Strike. Ça, c'est une cigarette à la mode à l'époque américaine. Un rasoir. Et tu t'en vas, on va t'embarquer d'un bateau, puis il y a des camarades qui vont t'amener jusqu'en Espagne, tu vas aller te battre contre le fascisme. Hey, ça me tente, moi. Et qui dit ça? Alors, ça, c'était les recruteurs du Parti communiste. Et ils recrutaient qui? Surtout des gens d'immigration récente au Canada. 75 des 1600 personnes dont je parlais tantôt sont des immigrants de souche récente. Beaucoup de Finnois, beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Juifs, enfin, c'est les 3 groupes principaux, je crois, des Écossais, des Irlandais, et ainsi de suite. Mais donc, 75 des immigrants et à peu près 150 Québécois sur les 1600 et seulement qu'une soixantaine de Canadiens français, dont quelques Canadiens français d'Ontario et du Manitoba, de Saint-Boniface. Donc, pourquoi si peu de Canadiens français? Parce que la société est dominée par le clergé catholique. Et le clergé catholique voyait dans Franco, Hitler, les troupes fascistes italiennes. Et vous voyez ici, vous avez Franco qui est à gauche avec le chef de l'armée, un autre chef de l'armée et le primat de l'Église catholique. Il voit dans l'Église catholique le rempart de la civilisation contre le bolchevisme ou le communisme. Et il faut dire que dans les premiers mois du conflit, les Espagnols de gauche sont tellement en colère contre le rôle du clergé qu'ils vont s'en prendre aux églises et aux membres du clergé. Et là, on viendra sur les mouvances, mais je suis quand même curieux. Oui. Est-ce que c'est plus certains Espagnols, certains groupes qui sont en colère ou c'est un fait généralisé chez les républicains? Bien, c'est un fait généralisé chez les républicains, je dirais, parce que le clergé a affirmé ses positions, s'est prononcé régulièrement contre toute restitution des terres aux paysans. Le clergé était lui-même un grand propriétaire terrien. Alors, il ne voulait pas se faire enlever ses terres pour qu'on les donne aux paysans pauvres qui les travaillaient. Écoutez, le revenu d'un paysan, c'est en bas de 1 $ par jour. Là. On est dans l'extrême pauvreté, l'extrême indigence partout en Espagne, alors que de l'autre côté, vous avez des fortunes colossales qui ont été héritées, soit de l'empire colonial espagnol, soit de l'exploitation des grandes terres. Alors, c'est un pays qui est très pauvre. Malheureusement, il faut le dire, on va s'en prendre du côté républicain aux églises. On va brûler, incendier des églises. On va faire des... C'est assez horrible. On va prendre des membres du clergé qui vont avoir été exécutés. On va les mettre dans des cercueils et on va les exposer devant les églises brûlées. Ça ne fait pas une bien bonne propagande, là. Mettons que le gars qui s'occupait des communications, là, il n'était pas très fort, là. Hein? Bon, je fais une blague mauvaise parce que c'est une situation horrible. Mais on parle de milliers de prêtres, de religieuses qui ont été violentés
par les républicains. Alors, vous imaginez que les journaux comme La Presse, La Patrie, les journaux canadiens français, les évêques et les curés, tout le monde allait à la messe le dimanche, là. Vos grands-parents, arrière-grands-parents allaient tous à la messe le dimanche. Le prêtre du haut de la chaire livrait le sermon. Et dans le sermon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Les Rouges sont en train de brûler des églises en Espagne. » Alors, où logeait le peuple québécois? Le peuple québécois logeait du côté de son clergé. Seuls quelques petits journaux comme Le Canada, comme Le Jour de Jean-Charles Harvey, quelques intellectuels comme André Laurendeau. André Laurendeau disait « Les Québécois, ils pensent que Dieu est à droite. » Dieu, il est ni à droite ni à gauche, si tant est qu'il existe. Mais les Québécois, pour lui, ils pensent qu'ils sont à droite, qu'il est à droite, et donc il faut qu'on s'en tienne à ça. Alors, vous imaginez bien que quand des gens essayaient, les Amis de la démocratie espagnole, essayaient d'organiser une assemblée à l'Arena Mont-Royal, qui n'existe plus aujourd'hui à Montréal, pour faire venir des gens d'Espagne pour essayer d'expliquer pourquoi il y avait cette guerre civile, la police, les étudiants de l'Université de Montréal descendaient vers l'Arena Mont-Royal, entouraient l'Arena avec des bâtons et s'en prenaient au cri de « À mort les Juifs, à mort les communistes ». Les étudiants de l'Université de Montréal descendaient dans les rues de Montréal, saccageaient des vitrines au cri de « Mort aux Juifs, mort aux communistes » dans les années 30. C'était ça, là, aussi, le Québec. Je ne dis pas que tout le monde était fasciste, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y avait une sympathie généralisée, davantage pour Franco, Hitler, Mussolini, Salazar, que pour, mettons, Joseph Staline. Okay? Alors, donc, c'était extraordinairement difficile pour des gens d'organiser des levées de fonds ou d'organiser des campagnes d'information pour contrer le discours nationaliste. Et le pouvoir public québécois est répressif avec la loi du cadenas? Bien, avec la loi du cadenas, ça c'est en 1937, ça permet, comme je disais tantôt, à la police de saisir de la propagande communiste. Je crois que j'ai une image en quelque part là-dessus. Ça permettait d'interdire des activités, d'empêcher une assemblée, d'empêcher une réunion. Vous voyez? Alors, c'était des conditions donc extrêmement difficiles. Donc, quand il y a une réunion publique des communistes, c'est la police, la PP, la police provinciale qui arrive dans le décor. C'est ça. Mais de l'autre côté, vous aviez un petit parti qui s'appelait le Parti national social chrétien d'Adrien Arcan, ici à Montréal, au Québec. Adrien Arcan, il était des chemises bleues avec des insignes nazis. Alors, lui, il tenait des réunions au Monument national, dans le parc La Fontaine. Pas de problème. La réunion, 1000, 1500 personnes, avec la main comme ça, le signe fasciste. Et ça, il n'était pas empêché de tenir ces réunions-là. Vous voyez? Alors, il y avait comme une tolérance vis-à-vis certains extrémistes, bien que Adrien Arcan va avoir des problèmes lors de la guerre, il va être en prison. Mais dans les années 30, il y a une certaine tolérance sympathique, je dirais, envers ces groupes-là, alors qu'il y a une intolérance totale vis-à-vis des groupes comme le Parti communiste et aussi d'autres intellectuels, parce que c'est à l'époque que se forme le Cooperative Commonwealth Federation, la CCF, l'ancêtre du NPD d'aujourd'hui. Okay? Donc, des socialistes démocratiques, je dirais, des sociodémocrates, qui s'organisent autour d'un programme de nationalisation, de secours, pas de secours direct, mais d'assurance chômage et ainsi de suite. Donc, il y avait aussi des socialistes qui étaient du côté des républicains au Canada. On doit donc comprendre que la mouvance communiste ou de gauche, elle est très marginale au Québec? Très marginale au Québec, c'est certain. Et on avait tendance à exagérer le drame. Vous connaissez peut-être la boutade de Duplessis. Le pont de Trois-Rivières s'était écroulé. Alors, Duplessis avait dit, c'est les communistes. Ben oui. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il y a la gale. Alors, Duplessis s'en prenait constamment à une espèce d'ennemi. C'était pratique d'avoir une espèce d'ennemi comme ça, dont on exagérait la portée au Canada. Remarquez qu'en France, le Parti communiste était au pouvoir. En 1936, il y a un Front populaire en France. Il y a des ministres qui sont communistes et la plupart sont socialistes. Alors, il y avait une situation mondiale qui faisait en sorte qu'on craignait l'exportation de la révolution par l'URSS, mais au Québec et au Canada, c'était des phénomènes marginaux, il faut bien le dire. Ce qui veut dire qu'on avait peur du Front populaire, en fait, comme élément d'expression de la démocratie. Absolument, absolument. Et la chose la plus tragique qui va se passer pendant cette guerre-là, la France est juste à côté de l'Espagne. La France a un Front populaire. La France, l'Angleterre
l'Allemagne et l'Italie vont signer un pacte de non-intervention. Chers amis, nous n'interviendrons pas dans le conflit espagnol. D'accord? Oui, d'accord. Je le jure, hein, le signe scout, puis personne ne va intervenir. Ah, 75 000 soldats italiens. Pas 10 000, 75 000 soldats italiens vont aller se battre aux côtés de Franco. 10 000 soldats allemands, la Légion Condor. Et c'est les avions de la Légion Condor qui vont bombarder Guernica, qui va être à l'origine de la célèbre toile de Pablo Picasso. Et quand la Légion Condor est revenue en 1938 à Berlin, ils ont défilé, comprenez-vous, à Berlin. Et là, Hitler s'est dit, OK, j'ai mes troupes d'élite, on peut commencer la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Et pendant ce temps-là, les Français bloquaient la frontière, empêchaient des livraisons d'armes pour respecter l'accord. Et les Anglais, eux autres, ils contrôlaient les mers. C'était la principale puissance de l'époque, l'Angleterre. Alors, ils avaient des bateaux au nord de l'Espagne et des bateaux en Méditerranée et des bateaux dans l'océan Atlantique pour empêcher la République de recevoir des armes qui pouvaient venir du Mexique ou de d'autres pays. J'ai une question, je ne sais pas si... Oui, on peut prendre une question tout de suite. Mais il faudrait aller au micro parce que sinon, parce on que peut c'est enregistré, c'est peut ça? pas enregistrer et entendre. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Pas pire. Alors, la question qu'on pose, c'est dans le fond, est-ce que du côté français et anglais, on est sensible à cette intervention des forces allemandes et italiennes en Espagne? Est-ce qu'on se ferme les yeux, autrement dit, parce que... Les Français en France, là. OK. Bien, la situation géopolitique internationale est complexe. La France a un gouvernement de Front populaire. Théoriquement, Léon Blum, qui est le chef du gouvernement, voudrait aider les Espagnols. Et on sait qu'il y a eu des accords secrets, il ne faut pas le dire, mais ils ont envoyé de l'argent au Mexique et le Mexique a livré des armes, quand même. L'opinion publique française, vous aviez des manifestations de centaines de milliers de personnes dans les rues à Paris pour qu'on aide les Espagnols. Parce que c'était devenu, on savait que c'était le combat qui était prélude à quelque chose de pire. Et si les fascistes l'emportaient là, la France se trouvait avec à l'est l'Allemagne nazie et au sud avec une Espagne qui serait fasciste. Alors, ce n'était pas une perspective intéressante. Mais il y avait la Grande-Bretagne imposait le blocus avec ses bateaux et faisait en sorte que c'était eux autres qui contrôlaient. Là. Il n'y avait presque aucun moyen de passer dans les mailles de ce filet-là. C'était vraiment très difficile. Alors, je dirais que l'Angleterre et la Société des Nations, enfin, l'ancêtre de l'ONU là, qui vivotait à l'époque, que le Japon a envahi la Mandchourie en 1937, la SDN n'a rien pu faire, et demandait à tout le monde de respecter l'entente, de respecter l'accord. Mais dans les populations, oui, on était au courant, et c'est ce qui explique qu'il y a des milliers de Français qui sont allés aussi dans les brigades internationales, comme André Malraux, dont je parlais tantôt. Alors, c'était une opinion qui était partagée, divisée, mais oui, ils étaient au courant, effectivement, de cette présence-là. Et d'ailleurs, Bethune, à un moment donné, va prendre des photos d'un avion qui est abattu. Et il y a le gros signe nazi en plein sur l'aile de l'avion, puis il envoie ça aux journaux nord-américains. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis et dans le reste du Canada, est-ce qu'on a mis l'accent sur cette nouvelle-là? Ça a été un entrefilet dans un quart de journal presque anonyme. Alors, non, ça, on n'en parlait pas beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour, justement, présenter Bethune? Oui. Parce que, bon, on le présente souvent comme, on parle de la guerre civile, la participation ici, on le présente souvent comme le grand intervenant. Bon, c'est une figure connue. Il intervient beaucoup dans le roman. Okay. Alors, c'est un extrait d'un petit film qui a été fait par l'ONF dans les années 60, sur Norman Bethune. Alors, rassurez-vous, ça dure 1 heure. Moi, je vais prendre 3 minutes, là. Mais ça va vous changer d'entendre ma voix. Et ça parle de l'arrivée de Bethune en Espagne comme telle et ce qu'il voit et des images assez saisissantes. J'espère que ça va fonctionner. Une guerre mondiale vient de commencer. C'est la démocratie contre le fascisme. Je ne voudrais pas me trouver ailleurs, car c'est ici que s'écrit l'histoire. Nous sommes au centre de tout.
Espagnols contre Espagnols, et de chaque côté, brigade contre brigade de combattants étrangers. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste appuient Franco. Des communistes, des socialistes et des démocrates sont venus de tous les horizons à la rescousse de la République. Béthune est à Madrid. La capitale, écrit-il, sera le tombeau du fascisme. Vers midi, on nous a bombardés copieusement. Debout sous une porte, tandis que les énormes machines nous passaient lentement sur la tête, chacune d'elles lourdement chargée de bombes, j'observais la rue des deux côtés. Sur la ville, pareil à une bête aux abois qui se tapit soudain dans l'herbe, une sorte de calme est tombé. Devant la fuite impossible, ne plus bouger. Alors, dans le silence des rues mortes, le chant des oiseaux s'est élevé, rendu plus pur par l'air lumineux de l'hiver. Si la maison où vous avez trouvé asile est touchée, vous êtes mort ou blessé. Si elle n'est pas touchée, vous n'êtes ni mort ni blessé. Tous les refuges se valent. On a vu les bombes tomber comme de gros fruits mûrs et noirs, entendu le tonnerre de l'explosion. Alors, d'un amas de vêtements projetés sur le pavé, le sang commence à couler. Le sang de ce qui fut une femme, un enfant vivant. Béthune est vu comme véritablement un acteur central dans la participation canadienne? Ben, c'est surtout que Béthune a été au cœur de deux initiatives qui ont été largement connues. La première, c'est, comme je disais tantôt, il est allé à Madrid, on lui a confié des locaux. Je suis allé visiter à Madrid la rue sur laquelle il s'est installé, c'est la rue Príncipe de Vergara, dans un quartier qui s'appelle Salamanca, qui est un quartier bourgeois, pardon, où il y avait des ambassades, et c'était l'ambassade allemande qui a servi de locaux pour un institut de transfusion sanguine. Et comme c'est un quartier bourgeois, ben Franco ne le bombardait pas. Alors, c'est ce qui a permis à l'Institut de survivre pendant ces quelques 2 ans et demi. Et donc, avec des fonds canadiens, il y avait des collectes de fonds qui se faisaient, puis on envoyait de l'argent. Ils étaient quand même une bonne vingtaine d'employés à un moment donné. Et dès le début, ils ont lancé un appel aux gens, est-ce qu'on pourrait, on a besoin de sang. Et le lendemain, là, il y avait des gens, là, ils ont 2000 collectes de sang, c'était absolument remarquable. Et ils livraient du sang dans les hôpitaux de Madrid pendant la nuit, ou encore sur le front. Si on peut voir les images tantôt, vous allez voir quelque chose d'absolument horrible. C'est que la ville de Malaga est au sud de l'Espagne. Et Malaga est encore sous le contrôle du gouvernement. Et les fascistes vont s'emparer de Malaga. Et là, il y a 150 000 personnes qui vont fuir Malaga par la seule route qui relie Malaga à Almeria, quand on est en Andalousie, là, dans le sud de l'Espagne. Imaginez, c'est à 150 km. Alors, il faut marcher longtemps, là. Et vous avez des enfants, vous avez des personnes âgées, vous avez des vieillards, vous avez des... Et là, les avions italiens vont mitrailler les gens sur la route pendant qu'ils s'enfuient. Et ceux qui vont arriver, ils vont se faire bombarder à Almeria par les avions, soit allemands, soit italiens. Alors, Béthune arrive là, lui, il arrive là avec ses bouteilles de sang dans sa petite camionnette, puis il veut livrer du sang, mais il n'y a plus de front. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ça, il voit les gens passer, il vide les bouteilles de sang, il enlève le frigidaire dans le petit camion, il enlève tout ce qui... Et il ça, va c'est bien ramasser documenté, là. Ça, c'est hyper documenté. D'ailleurs, le film va en parler. Et il ramène pendant 4 jours et 4 nuits des gens à Almeria, des enfants, des femmes, des gens épuisés, et ainsi de suite.
Alors ça a été deux éléments là, qui sont hyper connus, documentés et qui ont fait que Bethune est devenu un héros en Espagne. Et par la suite, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais Bethune est revenu ici. Il a fait une collecte d'argent, encore une fois, tournée à travers le Canada, un peu les États-Unis. Puis là, il s'emmerdait royalement. Et là, il a vu que la Mandchourie était occupée, envahie par le Japon. Que les forces en Chine étaient divisées entre Chiang Kai-shek, les nationalistes, et Mao Tse-tung, les communistes. Je vais aller rejoindre les communistes. La 8e armée qui se promène dans les montagnes entourant Yan'an. Et il est allé là pendant 1 an de temps. Il a formé des centaines de médecins chinois. Il a soigné des milliers de personnes. Et il est mort. Il s'est infecté en guérissant, en tentant de guérir, de soigner un patient. Et en Chine, tout le monde connaît Norman Bethune. Tout le monde connaît Norman Bethune. Mais vous, est-ce que vous connaissiez Norman Bethune avant aujourd'hui? Je ne suis pas certain. J'ai des grands amis qui personne ne le connaît. C'est assez fantastique. Et il y a une statue à Montréal de Norman Bethune, mais il n'y a pas le quart de la reconnaissance qu'on a envers lui, qu'on a en Chine, par exemple. Le temps file vite. J'aimerais ça qu'on s'arrête. Un aspect qui est fascinant dans le roman, c'est la participation des femmes. Oui. On en a glissé mot tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Il y a 2 personnages dans le roman. Il y a la jeune infirmière Mathilde, un peu innocente, qui arrive sur le terrain. Mais on a l'autre aussi, l'Espagnol Consuela Robles, oui. Qui dirige, c'est pas rien, qui dirige une brigade de combattants. Donc, je ne sais pas si on a là 2 figures qui sont comme exceptionnelles ou c'est véritablement une réalité de la guerre civile espagnole. Là. Je vais juste essayer de me... Voilà. OK. Autrement dit, la participation féminine, est-ce qu'elle est marginale ou elle est aussi au cœur de cette guerre? Et je dirais, est-ce que la guerre est un moment possible d'émancipation des femmes? Évidemment, bon, c'est une maigre participation des Canadiennes, mais pour ce qui est des femmes espagnoles, est-ce que c'est un moment possible d'émancipation? Absolument, absolument. Je ne sais pas... Tout le nord de l'Espagne, comme j'expliquais tantôt, était sous une espèce impliqué dans un mouvement de libération tous azimuts. Les mineurs qui travaillaient dans les mines d'Asturie, les femmes, les paysans, les ouvriers. Et je vous le dis, là, il y a eu une période de temps pendant laquelle il n'y avait même pas de circulation monétaire, tellement le mouvement anarchiste était en contrôle de la situation. Et à travers ce mouvement-là, il y a un groupe qui s'appelait les Mujeres Libres, les femmes libres, 30 000 personnes, vont faire fermer, par exemple, les bordels. Ils vont aller dans les bordels et ils vont parler aux prostituées, puis ils vont dire, vous vous faites exploiter, rejoignez-nous, camarades. Et plusieurs vont le faire et vont défiler dans les rues et vont lever le poing, comme ces femmes que vous voyez ici. Et la deuxième illustration, où on voit un homme et une femme, la femme est habillée assez curieusement. C'est ce qu'on appelle le mono, l'espèce d'uniforme d'un mécanicien en train de réparer votre automobile. Alors, les femmes portaient ce mono par affirmation de leur égalité avec les hommes. Et j'adore cette photo-là parce qu'elle montre 2 jeunes hommes, femmes, dans une atmosphère extrêmement détendue. On veut faire la révolution, on veut changer les choses, on veut changer le monde. Pardon. Et une des femmes qui va incarner ça, c'est Mica Echebeher, qui a été fille de mineur. Alors, je me suis inspiré d'elle pour mon personnage de Consuela. Son père a été torturé et tué par les guardias civils, les forces de la police, lors d'une grève dans les Asturies en 1934. Et elle a pris la relève et pendant la guerre civile, elle dirigeait un contingent de 300 hommes. Une femme dirigeait un contingent de 300 hommes en pleine guerre civile. Oh là, il faut le faire. Ces hommes lui vouaient une adoration parce qu'elle était très proche d'eux, et elle était à la fois sensible aux contingences militaires, mais aussi aux contingences humaines. Et dans son livre, Mi Guerra de España, Ma guerre d'Espagne, elle décrit des conditions. En Espagne, il fait beau, hein, mais au mois de décembre, janvier,
en pleine nuit, quand il y a plu toute la journée, puis il fait -20, là, puis que vous avez une petite couverte, là, puis que vous surveillez les lignes ennemies là, en tremblotant là, pendant des jours et des jours et des jours, là, ce n'est pas des conditions là, faciles, ni pour les Espagnols, ni pour les volontaires comme les Canadiens, qui se retrouvaient dans des situations comme celle-là. Et vous avez donc ce mouvement des femmes libres et des films qui ont été faits comme Libertarias, avec la grande comédienne Victoria Abril, qui rend compte de ce phénomène-là. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement documenté. Et oui, les femmes ont pris une place importante en 1936. Attention, on arrive en 1937. En 1937, la situation change, ça évolue. Le Parti communiste prend de plus en plus sa place de dirigeant du mouvement. On parle du parti, non pas du espagnol. POUM. Non, ils n'ont pas du POUM. Ah, mais du parti, affilié à Staline. Et là, il y a un gros débat parmi les forces révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? La révolution? Est-ce qu'on doit travailler pour remettre les terres aux paysans, remettre les droits aux femmes, avoir des comités de cogestion dans les usines? Hein? Ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt se regrouper? On crée une seule armée. Là, les anarchistes, là, vous allez arrêter d'être à la tête de petits groupuscules qui refusent d'obéir à un commandement général. Une seule armée, tout le monde est là-dedans. On se bat contre Franco, on gagne la bataille. Après ça, on fera la révolution. Méchant débat, hein? Et là, les communistes ont triomphé. Ils ont dit, il faut faire la révolution. Alors là, il y a eu une guerre civile dans la guerre civile. Parmi les forces de gauche, on s'est entre-déchiré entre communistes d'un côté et anarchistes et poumistes, le Parti ouvrier d'unification marxiste, de l'autre, que les communistes accusaient d'être des trotskistes. Mais ça s'est fait au détriment des femmes. Et là, on a dit aux femmes, là, vous n'êtes plus sur la ligne de front. Vous retournez en arrière, on a besoin de cuisinières, on a besoin de personnes pour réparer nos... Hein? Et là, les femmes, il y a eu un recul dans le mouvement des femmes à ce moment-là. Ouais. Donc, si je comprends bien, le mouvement anarchiste est plus propice à l'émancipation des femmes que le Parti communiste, dans les faits. Affilié à Staline. Dans cet épisode-là, oui, effectivement, ouais. Je m'en voudrais qu'on n'approfondisse pas un petit peu plus cette réalité, mais d'un angle plus canadien-québécois. Est-ce que ça se vit, ça, ici au Québec? Par exemple, est-ce que Bethune est ostracisé pour son comportement plus anarchiste par le Parti communiste d'ici? Est-ce qu'on a ces frictions? Et surtout après le fameux pacte germano-soviétique de 1939, où finalement, il y a alliance entre fascistes et communistes pendant un temps. Là. Est-ce qu'il vous pose des questions comme ça à l'examen? Des questions avec des méandres et des sous. Hein? On va essayer d'y aller. Là. On y va avec la question des femmes ici, d'abord? Oui, la question des femmes ici pour, en fait... Il me fait perdre mon idée, là. Oui. Juste, vous savez que je suis allé à Ottawa la semaine dernière et il y a un nouveau monument en face du Parlement qui est dédié aux femmes qui se sont battues dans les années 30 au Canada pour que les femmes soient reconnues comme des personnes. Parce que il y avait une femme qui voulait devenir... qu'est-ce qu'elle voulait devenir? Je crois qu'elle voulait devenir avocate ou juge. Et dans la loi canadienne, ça disait que seules les personnes éligibles peuvent devenir juges. Et les tribunaux et les gouvernements interprétaient toujours qu'une personne, c'est un homme. Et là, il a fallu, imaginez-vous donc que à l'époque, on était encore une colonie de l'Angleterre, en quelque sorte. Et l'ultime recours, ce n'était pas la Cour suprême du Canada, c'était le Conseil privé de Londres, un conseil privé composé d'anciens dirigeants du Commonwealth qui conseille la reine ou le roi à l'époque. Alors, les Canadiennes sont allées au Conseil privé de Londres qui a statué que les femmes sont des personnes. Et donc, les femmes ont eu le droit de devenir juges dans notre belle démocratie canadienne. On part de là. La situation dans les années 30. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait que toutes les femmes étaient dominées, que toutes les... Non.
Il y avait un mouvement, par exemple, un mouvement artistique chez des femmes peintres. Il y a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts à Montréal cette année là-dessus, où des femmes, avec des gens comme Bethune et avec des artistes comme Fritz Brantner et d'autres, Canadiens, polyvalents, très intéressants, très progressistes, qui étaient peintres, qui vivaient une vie, je dirais même qu'ils pratiquaient l'amour libre. Et donc, il y avait, oui, des femmes émancipées et qui combattaient, évidemment, des lois rétrogrades qui empêchaient les femmes de voter, par exemple, au Québec. Dans le reste du Canada, les femmes avaient le droit de vote depuis 1917. Au Québec, ce n'est pas avant 1940. Alors, on était dans ce contexte-là. Donc, moi, je pense que le roman historique ne doit pas être une espèce de copie conforme de ce qui se passe absolument. Il doit être ancré dans la réalité. Il faut que la réalité soit plausible. Je ne peux pas faire dire n'importe quoi. Il ne faut pas commettre d'anachronisme et faire en sorte que des femmes parlent comme si elles vivaient en 1990, par exemple. Non. Mais, comme aujourd'hui, comme dans toute société, c'est inégal. Le développement est inégal. Il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres, qui sont plus libérés que d'autres. Il y a des gens qui poussent davantage. Et moi, c'est ces personnages-là que j'ai voulu mettre en scène dans le roman. Mais à ce niveau-là, dans la tendance, dans la mouvance de gauche, si je puis le dire, parce qu'on peut revenir à ça pour le Québec et voir l'évolution plus récente, est-ce qu'on sent, comment dirais-je, une fixation ici dans le Parti communiste côté pro-Staline, ou au contraire, on va être un petit peu plus anarchiste? Non. Ici, le Parti communiste, c'est un parti qui est inféodé complètement à Moscou. On envoie des militants se former à Moscou, à l'école Lénine. Et ça continue là, après le pacte germano-soviétique. Et alors, quand le pacte germano-soviétique est parce qu'il y a une scène dans le manuel, on est en août 1939. Imaginez là, ça fait des années que vous vous battez. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Ça fait des années que vous vous battez contre Hitler, le fascisme, etc., etc., etc. Et là, Staline signe un pacte avec Hitler. Vous savez que dans le pacte, on se sépare la Pologne en deux. Un pays en bonne et due forme, là. Staline, moi je prends ce moitié-là, toi tu prends celle-là. Correct? Oui, on est chum. OK, parfait. C'est ça le pacte germano-soviétique. Et alors là, vous imaginez que chez les communistes, il y a une séparation dans le parti. Il y a des gens qui quittent le parti. Tous les Juifs qui savent ce que les Allemands font aux Juifs quittent le parti, et ainsi de suite. Alors, il y a une crise là, partout à travers le monde, dans tous les partis communistes, à ce moment-là. Et Bethune, là-dedans, il n'était pas là à ce moment-là, il était en Chine, mais Bethune n'a jamais été anarchiste, là, je ne sais pas, il n'a jamais été non plus contre le parti, mais c'était un esprit fort, libre, oui, vraiment, et pas facile à contrôler, évidemment, mais c'était tout un personnage dans notre histoire, tout à fait. Oui, on va y aller pour les questions parce que le temps file vite. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions sur un des aspects là qu'on a croisé au détour de la discussion. Trotsky, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est Léon Trotsky, le fondateur de l'Armée rouge, et qui est entré en rivalité avec Staline dans les années 20, qui a été expulsé de l'Union soviétique. Et Staline en a fait une espèce d'obsession, et c'est pour ça que je parlais de guerre civile tantôt. En 1936, au mois d'août, c'est les premiers procès de Moscou qui commencent. Vous savez, ces procès truqués complètement, où des gens comme Kamenev, qui avait été un proche compagnon de Lénine, sont accusés d'avoir commis des crimes les plus invraisemblables possibles, et ils avouent les crimes. Ils avouent qu'ils ont tenté de tuer Staline. Ils avouent qu'ils ont collaboré avec la Gestapo. Ils avouent... C'est complètement faux. Ces aveux-là sont extorqués sous la torture, évidemment. Mais ils sont condamnés. Il y a une quinzaine de chefs communistes qui sont condamnés à Moscou. Et cette hystérie de rechercher un bouc émissaire, un coupable, elle va se poursuivre en Espagne, où on va arrêter, par exemple, les communistes vont arrêter le chef du parti POUM, Andreus Nin. Il va être affreusement torturé et il va être exécuté sur la simple base qu'on l'accuse d'être un trotskiste. Alors imaginez, là, on est en 37-38, on est en Espagne et on accuse quelqu'un d'être un partisan de Léon Trotsky qui, à ce moment-là, je pense, est réfugié au Mexique. On est dans une espèce de schizophrénie politique absurde.
Et moi, dans le roman, si je peux me permettre, il y a quelque chose que je trouve admirable, les gens qui sont allés en Espagne pour le combat pour la liberté et la démocratie, mais je trouve aussi qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'aveuglement idéologique, de dogmatisme, et j'essaie de mettre un petit peu de dire qu'il y a des dangers dans toutes les causes. Il y en a toujours qui vont tellement loin, qui veulent dire aux autres comment vivre et qui sont prêts à prendre tous les moyens pour ça. Et des fois, ça mène à des aberrations et à des exagérations comme celle-là. Alors, il y a un petit message un petit peu dans le roman. Est-ce qu'il y a une petite partie autobiographique là-dedans? Ah, En lutte, les années 1960, début 70, un Oui. Pierre dans le décor. J'ai pu décrire le vécu. Vous savez que la structure d'un parti communiste, c'est basé sur des cellules. OK? On appelle ça comme ça, des cellules. Et j'ai vécu moi-même dans une organisation politique qui s'appelait En lutte au début des années 70, où on voulait créer un parti prolétarien et faire la révolution au Canada. Et ça a tombé au début des années 80. Mais moi, j'ai quitté avant ça. J'en pouvais plus d'un espèce de discours où on parlait au nom des ouvriers et on voulait les guider vers la terre promise. Je pense que c'était pas mal plus dans notre tête là, que dans la réalité. Alors, oui, il y avait de l'exagération. Il y avait plusieurs mouvements à cette époque-là. C'était assez populaire. Mais écoutez, il y avait des folies qui se commettaient. Il y en aurait long à dire. Pendant les Jeux olympiques de 1976, on pensait qu'on allait être l'objet de visites policières chez nous. Alors, moi qui avais un jeune enfant de quelques mois, je suis allé vivre en clandestinité dans le quartier Saint-Henri à Montréal, 3e étage, par des températures comme celles qu'on a aujourd'hui. Et jusqu'à 2 heures du matin, on écrivait le journal pour aller porter la bonne parole aux ouvriers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce genre de choses-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager dans des mouvements. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est faisons attention à l'extrémisme, au dogmatisme qui fait qu'on n'écoute plus l'autre, qu'on n'écoute plus les gens. Quand je discutais à cette époque-là avec des gens, j'écoutais même pas leurs arguments. J'assénais mes arguments et je pensais d'avoir gagné comme ça. Ce n'est pas une bonne façon d'entretenir le dialogue. Et je trouve qu'au Québec, actuellement, on a beaucoup regardé les médias sociaux, les réseaux sociaux. On a beaucoup de difficultés à discuter. Tout de suite, on accuse l'autre. « Ah, tu es pour la liberté des gens de pratiquer leur religion. Ah, donc c'est ça, tu m'accuses d'être un islamophobe. C'est ça. » Et là, tout de suite, on s'accuse de... Vous voyez, ce genre de comportement-là, je pense qu'il a été exacerbé dans des périodes de crise comme la guerre civile en Espagne ou comme dans d'autres périodes, dans les années 60-70. Et malheureusement, ça peut conduire à des écarts assez graves, merci. Alors, je veux vous en prémunir. Jacques, tu avais une question? Oui, juste pour amorcer peut-être un peu une période d'échange. Bernard Dionne, votre roman s'intitule « Et l'avenir était radieux ». Donc, on imagine bien qu'en Espagne, en 1936, effectivement, l'avenir était radieux. Mais il faut rappeler, bien sûr, qu'en 1939, la parenthèse radieuse se ferme, et très longtemps jusqu'au milieu des années 70, parce qu'il y aura une période dictatoriale. Oui. Mais votre venue au cégep Édouard-Montpetit coïncide, c'est bizarre, on ne l'a pas voulu comme ça, mais dans 4 jours, en Catalogne, il y a un référendum qui devrait avoir lieu, qui pourrait avoir lieu. Et je reviens à la guerre d'Espagne, qui est un peu le moteur même du roman. Quelle est la place des Catalans dans la guerre d'Espagne? Parce qu'on a fait référence à George Orwell, hommage à la Catalogne. Donc, au niveau régional de, de ce grand pays qu'est l'Espagne, où se situe un peu la dynamique régionale et le rôle des Catalans là-dedans? Alors oui, excellente question qui nous ramène à l'actualité en plus. Bon, vous savez, il y a une langue différente qui se parle en Catalogne. C'est pas la langue, c'est pas le castillan. Et depuis longtemps, depuis même le 19e, les Catalans revendiquent de l'autonomie davantage. Et en 1931, l'Espagne était une monarchie. La monarchie a été abolie. C'est devenu une république. Et la République a octroyé des droits à la Catalogne comme région. Et ils ont créé le gouvernement local qui s'appelle la Generalitat, ou la Généralité, là, on pourrait le traduire un peu maladroitement comme ça. Et donc, déjà à ce moment-là, alors, la population catalane était du côté de la République, puisqu'elle lui donnait ses droits de former un gouvernement autonome.
Est-ce qu'ils étaient autonomes au point de pouvoir émettre leur monnaie, par exemple, ce genre de choses-là? Non. Mais pour avoir le droit à leur langue, le droit à certains réseaux scolaires et ainsi de suite, propres à eux, oui, ils avaient ces droits-là. Ou en tout cas, ils militaient pour qu'on les leur donne davantage à travers l'expérience espagnole. Malheureusement, comme m'a dit Jacques, Franco a gagné au mois de mars 1939. Franco prend le pouvoir définitivement, s'empare de Madrid. C'est la fin de la guerre civile. Vous avez 1,5 million d'Espagnols, dont beaucoup de Catalans qui se réfugient en France, qui réussissent à passer la frontière, qui se réfugient en France. Vous avez 190 camps de concentration en Espagne qui vont être établis, où il va y avoir à peu près 350 000 prisonniers qui vont être soumis à des conditions de travail absolument inhumaines, en Espagne comme en France. Il y a un auteur qui a dit, je pense que c'est Kessler, Arthur London, qui a été dans un des camps de concentration en France et qui a dit qu'à côté des camps de concentration français, les camps de concentration nazis étaient des camps de vacances. Alors, vous voyez, la réalité n'est pas toujours aussi simple. Les gens crevaient de faim littéralement sur les plages espagnoles, dont beaucoup de Catalans, encore une fois. Et, curieusement, ces Catalans-là et d'autres vont embarquer dans le mouvement de résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils vont former un bataillon qui va s'appeler la Nueve, la 9e brigade. Et quand le général de Gaulle, en 1944, va défiler sur les Champs-Élysées, à côté de lui, sur les photos, si vous êtes attentifs, vous allez voir des petits blindés mobiles et ce sont des Espagnols et donc plusieurs Catalans qui sont à côté du général de Gaulle pour la libération de la France contre l'Allemagne nazie. Alors, vous voyez que les choses se suivent. Pour en revenir à la situation actuelle, je trouve, et je ne suis pas un spécialiste de l'Espagne actuelle, mais voyez-vous, en Écosse, ils ont fait un référendum. Ils se sont entendus sur les conditions d'un référendum. Au Québec, on en a fait 2. Ça a été difficile. On s'engueulait dans les familles. C'était pas facile. Mais on en a fait 2. Et dans les 2 cas, on respectait le choix populaire. En Espagne, je dois constater qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur les conditions de tenue d'un référendum, qu'on soit pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. J'ai peur, j'ai très peur à ce qui peut arriver. Effectivement, il va y avoir de la violence parce qu'on ne peut pas dénier à un peuple le droit de choisir. Maintenant, est-ce qu'il a raison de le faire? Là, ce serait toute une autre discussion et là, on pourrait en parler longuement. Mais qu'on ne puisse même pas définir les termes en vertu desquels un peuple va s'exprimer. Et en plus, il paraît que les sondages donnaient le non gagnant. Alors, qu'est-ce que l'Espagne aurait pu encourir en laissant aller un référendum? Alors, elle ne laisse pas aller le référendum. Ils arrêtent 150 maires, je crois. Ils saisissent du matériel, des bulletins de vote, et l'Europe ne dira rien. Pourquoi l'Europe ne dira rien? Parce qu'il y a des menaces à l'intégrité de certains pays en Europe et ils ne veulent surtout pas donner la chance à l'Espagne de vivre un précédent qui pourrait leur causer du trouble à eux. Alors, j'ai bien peur que les Catalans vont être laissés à eux-mêmes dans cette pénible épreuve et j'ai bien peur qu'encore là, ce dont je parlais tantôt, cette espèce de difficulté de parler va faire en sorte qu'il va y avoir de la violence. C'est certain. On aurait du temps peut-être pour une question. Oui. Je vous demanderais d'aller au micro. Oui, il y a un moment où vous avez parlé du fait que France, Angleterre, Italie et l'Allemagne ne devaient pas intervenir. Et vous avez dit que la France et l'Angleterre bloquaient les provisions pour les républicains. Oui. Mais est-ce qu'ils faisaient de même pour les provisions ou peu importe qui étaient en rapport avec Franco? Non, c'est ça. Non, les Allemands et les Italiens, l'Italie n'est pas loin, hein? Alors, par la Méditerranée, les Italiens approvisionnaient en armes, en blindés, en avions, en munitions et en soldats l'Espagne franquiste. Et non, je sais pas, pour moi, les Britanniques ne les voyaient pas ou faisaient semblant de ne pas les voir parce que, rappelez-vous, Chamberlain va signer, on est en 1938, va signer un traité avec Hitler pour que les Allemands, pauvres eux autres, ils ont besoin d'une partie de la Tchécoslovaquie. On va leur donner une partie de la Tchécoslovaquie. Pauvres, hein, ils ont besoin des Sudètes, ils ont besoin d'une région. En Pologne, on va leur donner la Pologne. Alors, de fil en aiguille comme ça, on a fini par s'aplavantir
devant les exigences d'Adolf Hitler. Et c'était ce qu'on appelle en Angleterre la politique de l'appeasement. On va apaiser Hitler, comme ça, là, on n'aura pas de guerre. Et là, Chamberlain était revenu triomphant en Angleterre. Et quelques mois plus tard, c'était la Deuxième Guerre mondiale qui commençait, parce qu'on ne peut pas empêcher un dictateur comme ça, par des bonnes paroles, de conquérir du territoire. C'est pas vrai et ça n'a pas été le cas. Pardon? Oui, il laissait passer, absolument. Non, les Allemands aussi. Ah oui. Ouais. Par peur de nuire aux bonnes relations qu'on croyait avoir avec il faut dire aussi que l'essentiel du blocus britannique était atlantique, ouais. plus que méditerranéen. Ouais. Et là, ça fait plus tard, bien sûr, à ce qu'on pourrait appeler les républicains, compte tenu de la situation de l'Italie. Oui, le temps avance, on me regarde avec des gros yeux. On va passer au tirage. Il y a des volumes. Bien, merci à Bernard tout d'abord. Hey, merci de votre attention. Merci beaucoup. Ah, c'est un très beau roman qu'on va retrouver aussi à la librairie. Hein, il est disponible. Et puis, on passe au tirage. Alors... Bien, merci beaucoup et bel après-midi à tous.